Bon allez, c'est l'heure d'aller sur Winamax. Demain, course, la cote de Lewis Hamilton pour qu'il remporte la course, elle est à 11. Donc je vais mettre 1 € sur la victoire d'Hamilton demain. Vous savez quoi, je vais pas parier, ça me fait C'est chier. un bal, frère, c'est bon, Non, ça me pause. fait chier, j'ai pas envie. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix du Brésil 2021. C'est parti. Première réaction, mesdames et messieurs, on va parler de Valtteri Bottas. Alors oui, j'en ai déjà pas mal parlé ces derniers temps de Valtteri Bottas. J'avais justement dit que si Mercedes et Lewis Hamilton perdaient le championnat, ce serait en partie à cause du départ du Mexique. Il n'y a pas que ça, il y a eu plein d'autres erreurs de la part de Mercedes et de Lewis Hamilton, mais force est de constater que Valtteri Bottas, pour le coup, eh bien, contrairement au Mexique, là, il a plutôt bien carry l'équipe, comme on dit dans le jargon. Il a réussi à prendre en main un petit peu l'équipe pendant que Lewis Hamilton devait faire une remontada, donc un grand bravo à Valtteri Bottas. Les Mercedes, elles avaient un très gros rythme ce week-end, pendant tout le week-end. Clairement, pour une fois, on va dire, sur ces dernières courses, c'est Mercedes qui avait la meilleure voiture. En arrivant, moteur neuf pour Hamilton, on peut l'utiliser de manière beaucoup plus intensive et donc aller à la limite de la puissance par rapport à un moteur qui est un petit peu plus vieux, qui par l'usure va moins délivrer de performance. La mission de Bottas, d'aller chercher Verstappen en qualif sprint et de tenir toute la course avec les pneus soft, est réussi. Giga, bravo, ça a été rondement mené. Les pions stratégiques étaient en place pendant qu'Hamilton remontait comme un fou furieux total le peloton pour finalement partir de la P10 le dimanche. Je crois que Bottas n'a jamais été aussi décisif. Alors c'est parce que c'est la fin de saison, je pense aussi, mais il y a 2-3 fois, je crois, dans la saison où il a été assez décisif justement. Mais effectivement, là, il a été très décisif pour le championnat, pour le coup, sur ce Grand Prix du Brésil. Bon, c'est sans compter évidemment son strike, qui n'est pas voulu sur le Grand Prix de Hongrie. Finalement, si on regarde un petit peu le départ de Valtteri Bottas, il n'est pas ouf. Il se fait pousser assez sévèrement par Verstappen au départ, qui freine très tard, voire peut-être même un petit peu trop tard. Verstappen avait l'avantage de la position. Bottas a été moins malin que Verstappen dans cette situation, car depuis le début de la saison, on sait que si Verstappen a la position à l'intérieur, il poussera naturellement par un gros freinage l'autre pilote un petit peu en dehors, et ça n'a pas manqué. Bon alors, c'est ferme, c'est assez rude, mais je trouve que c'est quand même dans les limites de l'acceptable. Finalement, c'est comme à chaque fois que Verstappen a pris un départ, et finalement, Lewis Hamilton a aussi fait ce genre de coup, notamment à Austin par exemple, pour ne citer que celui-là en date, on va dire. En fait, on va dire que c'est aussi tous les départs de Max Verstappen qui le rendent particulièrement redoutable. Je dirais même que sa façon de faire la course est très redoutable, et du coup il faut être plus intelligent et plus malin que lui, car tous les coups habituels, on va dire assez réglementaires entre guillemets, ne passeront pas. Bon alors derrière, Perez met une intox absolue à Bottas au freinage du virage numéro 4, où clairement le Finlandais se fait avoir un petit peu comme un débutant. Je crois bien que ce n'est pas la première fois là pour le coup que Valtteri Bottas se prend une intox avec un croisement de l'adversaire pareil en course. Pour le reste du Grand Prix, je pense que très clairement Mercedes peut dire merci premièrement à la safety car qui permet de resserrer les écarts, et donc ça a facilité un petit peu le travail pour Lewis Hamilton, et deuxièmement à la virtual safety car qui arrivait pile poil finalement pour Valtteri Bottas qui passait au stand, qui a permis de sauter Perez et d'engranger un vrai 2 contre 2, et donc Bottas mettait à mal stratégiquement parlant Verstappen puisqu'il était dans sa fenêtre d'arrêt au stand, donc ça permettait quelque part de mettre une plus grosse pression encore sur Red Bull, alors que Perez peinait un petit peu et s'est fait un petit peu décrocher, du coup c'était un petit peu plus compliqué. La voiture, la Mercedes, elle marchait très bien, et Bottas a manqué de quelques tours pour le coup pour manger Verstappen. Il lui manquait, allez, on va dire une petite dizaine de tours, donc la mission est dûment accomplie. Ça renverse vraiment la situation du Mexique, donc un très grand bravo, que ce soit à Hamilton, à Bottas ou à même toute l'équipe Mercedes. Mercedes recreuse l'écart avec Red Bull au championnat pour 11 points. On va pas se le cacher, il y a un petit ouf de soulagement quand même, parce que le samedi, ça ne partait pas pour ce genre de résultat, donc vraiment un grand bravo. Deuxième réaction, mesdames et messieurs, on va parler de Pierre Gasly. Oui, depuis le début de la saison, le petit Pierrot, en fait, il doit, à de rares exceptions près quand même, il doit quand même pas mal se battre avec deux Alpines, et le boulot est pas forcément très facile, et là ce week-end ça a été encore une fois assez intense. L'AlphaTauri était un petit peu en dessous par rapport au Ferrari, du coup on s'est plus battu avec les Alpines du côté de Pierre Gasly que ce qu'on aurait aimé, on va dire. Alors
Pierre n'avait pas le rythme, hein, je vous l'ai dit, pour aller chercher des Ferrari qui avaient sans aucun doute un petit peu plus de performance ce week-end, donc fallait se battre contre les Alpines et la McLaren de Ricciardo notamment en Grand Prix, malgré une qualif le vendredi qui était assez stratosphérique puisqu'il s'était qualifié P4. Alors sur le départ de la course au sprint et sur le départ du Grand Prix, dans l'ensemble, ça a été assez compliqué pour Gasly qui a perdu des positions, on va dire qu'il a un peu plus subi et limité la casse que attaqué pour vraiment gagner. Bon alors fine, hein. Pas de souci, on peut ne pas réussir des départs de fou tout le temps, voilà, ça peut arriver. Longtemps à la bataille avec Ricciardo qui partait pour tenter un arrêt, Gasly a basculé sur une stratégie à 2 arrêts pour couvrir les Alpines, qui s'étaient arrêtés encore un petit peu plus tard que Ricciardo et qui avaient des pneus un petit peu plus frais pour la fin de course. Du coup, hop, le deuxième arrêt pour Pierre, on avait juste ce qu'il fallait en termes de fenêtre. Et on attaque pour repasser les Alpines sur un circuit où on peut assez facilement, on va dire, dépasser si on a un joli delta de performance. Bon alors le dive bomb sur Esteban Ocon, on va être honnête, il est assez osé, il est assez efficace, il est peut-être même un petit peu rude hein, puisque Esteban est obligé d'ouvrir le volant, donc de remettre le volant droit pour laisser passer Gasly qui arrive comme un fou furieux à l'intérieur, pour tenter de recroiser derrière dans l'enchaînement du 1-2-3. Derrière, forcément, il fallait défendre simplement l'intérieur pour Gasly pour sortir devant au virage 4 et c'était bon. La partie sinueuse du deuxième secteur permettait de faire l'écart généralement. Ça a été beaucoup moins propre pour Tsunoda qui pourtant faisait un bon week-end dans l'ensemble, hein, qui a tenté la même manœuvre que Gasly, mais il arrivait un petit peu de beaucoup trop loin, on va dire. Il a freiné juste un chouïa trop tard pour tenter de passer sur Stroll. Alors en fait, on est en descente hein, sur la trajectoire à l'intérieur du virage numéro 1, du coup on va avoir tendance à bloquer un petit peu plus la roue intérieure, mais surtout en fait la descente va nous envoyer plus loin que ce que l'on a l'habitude lorsque l'on freine à l'extérieur. Mauvais jugement de la part de Tsunoda, Stroll ne regarde pas, hein, il est en train de freiner, il a pris l'info juste avant qu'a priori Tsunoda était un petit peu trop loin, donc il prend sa trage normale, boum, contact. Bon alors là-dessus, on met 10 secondes de pénalité sur Yuki Tsunoda, je trouve ça à la fois un petit peu rude et en même temps assez juste, hein, je pense, sur l'action en elle-même. Derrière, c'est vrai qu'en termes de conséquences, ça n'a pas donné la même chose. Tsunoda a cassé son aileron, Lance Stroll a joué au petit poussé puisqu'il a perdu des bouts de carrosserie pendant tout le Grand Prix avant d'abandonner. Mais bon, encore une fois, on juge l'action et pas les conséquences. C'est important de le rappeler. Du coup, on va regarder le classement, encore à égalité de points entre Alpine et AlphaTauri. Les deux prochains Grands Prix, c'est l'inconnu total, donc c'est à celui qui s'adaptera le mieux et le plus vite qui en sortira vainqueur et surtout qui prendra une option au championnat. Mais on va être honnête, j'ai l'impression que ça va se jouer dans le dernier virage du dernier tour du dernier Grand Prix de la saison pour ces deux équipes. Ça peut être assez intéressant, ça peut donner encore un petit peu plus de peps à cette saison qui a déjà beaucoup trop de peps à mon avis. Mais est-ce qu'on va s'en plaindre? Non. Troisième réaction, mesdames et messieurs, on va parler d'un incident de course qui me laisse encore un petit peu perplexe, même si bon, j'ai 2-3 pistes, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va parler de l'incident au départ entre Carlos Sainz et Lando Norris, justement. Bon alors, Carlos Sainz prend pas le meilleur des départs très clairement, Sainz bouge de manière assez intentionnelle hein, sur la droite, car il regarde son rétroviseur au moment où Norris est à droite, donc il le bloque, on va dire, assez volontairement, je dirais. Norris, lui, bon bah il passe, et du coup, il va se rabattre assez logiquement, tôt ou tard, sur la piste, car il est un petit peu en dehors. Je pense qu'il y a une première erreur d'appréciation sur quand Norris se rabat. Je pense qu'il se rabat peut-être un petit peu tôt, sans finalement prendre de marge, mais on va dire que vraiment dans 90-95% des cas, mais tous les autres pilotes auraient fait pareil dans cette situation. Et je dirais que vraiment Sainz a fait une erreur d'appréciation en pensant qu'il était attaqué à gauche alors que finalement non. Du coup, il n'a pas bougé de sa trajectoire, ce qui le fait percuter Norris. Et c'est sans compter que la ligne droite se referme très légèrement sur la gauche pour aborder le premier virage. Boum. Bon alors du coup, incident de course, hein, très clairement, c'est plus une mésentente qui va coûter très cher à McLaren et justement à Lando Norris qui finit P10 je crois, donc ça a été un peu compliqué. À partir de là, la bataille entre McLaren et Ferrari, elle était quasiment terminée. Car en plus, Ricciardo était derrière Pierre Gasly pendant que les Ferrari étaient en train de s'échapper. Donc, et puis Ricciardo a fini par abandonner, donc vraiment l'addition du week-end de McLaren, il est un petit peu salé, il est un peu compliqué, ça fait un petit peu mal. Pour le reste, Ferrari était encore une fois ce week-end au-dessus de McLaren. Entre la très bonne course de Sainz le samedi et le très bon Grand Prix de Charles Leclerc le dimanche qui revient d'un début de week-end assez bof, bah ça s'est pas reposé sur ses lauriers et sur la perf du début de week-end pour Ferrari et ça marque de gros points et de précieux points pour la fin du championnat. 31,5 points d'avance pour
pour les rouges à 3 courses de la fin, nouveau break, hein, mais on arrive sur 2 nouveaux circuits où tout le monde part d'une feuille blanche, encore une fois, donc attention, ça peut vite remonter. Quatrième réaction, mesdames et messieurs, on va parler un petit peu de psychologie entre guillemets, parce que là c'est le mental qui est en train de prendre le dessus sur cette fin de saison. Je vous avais parlé de break psychologique justement à Austin pour Lewis Hamilton, même de résignation au Mexique parce qu'on était sur une pente descendante pour le pilote britannique. Et je vous avais aussi dit dans le Fast Five du Grand Prix des États-Unis qu'on allait voir justement, après ce break un peu psychologique, ce coup dur qu'il a eu à Austin, s'il allait réussir, on va dire, à se remobiliser, à remobiliser ses troupes, son équipe justement pour repartir à la conquête et changer de posture où justement il subit et où il va réussir à reprendre le dessus. Là clairement j'ai l'impression qu'on est reparti un peu bien, maintenant il va falloir continuer d'avoir ce momentum comme on dit, d'essayer de continuer sur cette lancée-là. Alors forcément il a été aussi aidé par la Mercedes qui était clairement au-dessus ce week-end, que ce soit Bottas ou Hamilton, il y avait plus de rythme chez les gris. Le nouveau moteur d'Hamilton montre à quel point c'est avantageux en fin de championnat d'avoir du matériel frais et dont on peut utiliser toute la puissance. Gros tour de pole position le vendredi, déjà ça permet d'engranger la confiance, mais partir dernier avec l'affaire du DRS et remonter autant de place en si peu de temps, non seulement c'est fort, mais c'est une arme psychologique hyper redoutable. En fait, la qualif sprint de Lewis Hamilton, elle est ultra redoutable psychologiquement parlant, parce qu'en fait c'est la confirmation concrète dans le réel que oui, ta voiture c'est toujours une bonne voiture, que oui, tu sais toujours piloter et tu sais toujours faire de beaux dépassements et des superbes dépassements, que tu peux vraiment remonter, que oui, tu es le plus rapide et en tout cas le samedi de loin clairement, et donc que si jamais tu avais, on va dire entre guillemets, l'ombre d'un doute psychologique qui justement te bridait dans ta performance, entre guillemets ça a permis de remettre les pendules à l'heure, de remettre les points sur les i en disant ah mais regarde ce que je viens de réussir de faire sur la qualif sprint. Donc du coup ça donne un coup de boost énorme psychologiquement parlant, et ça permet à Lewis Hamilton de se retrouver dans une nouvelle posture, de se retrouver dans une posture de conquérant et non plus de subir les événements comme ça a été le cas sur en tout cas les 2 derniers Grands Prix où ça a été vraiment beaucoup plus dur. Et donc en témoigne tout simplement sa performance en course le dimanche où il était full à l'attaque, tout le temps à l'attaque, on l'entendait à la radio, le gars il était essoufflé. Je vous avais aussi dit que Verstappen rentrait dans cette position de fin de championnat où il allait avoir un matelas un petit peu confortable de points et où justement il prendrait peut-être un petit peu plus de marge ici et là, et que cela représentait un très très gros piège, car c'est dans ces moments que l'on peut perdre très très gros. Verstappen finalement il a limité la casse, mais par contre en fait il a tout tenté pour gagner. Donc la pression que représente le fait d'être en tête du championnat à si peu de courses de la fin, où tu commences à toucher du doigt ton titre de champion du monde, il peut te faire une erreur d'agressivité ou une erreur de manque d'agressivité, parce que c'est aussi une erreur d'avoir pas assez d'agressivité. Et pour l'instant en fait Verstappen il n'a pas commis ce genre d'erreur, et je vais même dire il a piloté comme d'habitude depuis le début de la saison, et ça aussi pour le coup psychologiquement et mentalement c'est très très fort de réussir à continuer de piloter comme il le fait depuis le début de la saison. Il laisse rien passer, il veut absolument ne rien laisser passer, il est assez lucide dans ses attaques, lucide dans ses défenses, lucide sur la physionomie on va dire de la course, sur les stratégies etc, et ça c'est giga fort. Verstappen a maintenant plus à perdre que Lewis Hamilton, qui lui vient de se libérer psychologiquement en se disant que justement si rien n'est joué, même si rien n'est joué, je n'ai rien à perdre donc j'y vais. 14 points de retard pour Hamilton à 3 courses de la fin, rien n'est fait, même si le championnat se dirige vers Verstappen, on va être tout à fait honnête. On plonge dans l'inconnu encore une fois pour les 2 prochains Grands Prix, donc c'est celui qui s'adaptera le mieux et le plus rapidement qui pourra faire la différence. Et encore une fois, il va falloir faire attention à chaque détail, ça va être très très important. Et ça va demander un petit peu plus d'énergie encore sur cette fin de saison. Cinquième et dernière réaction, mesdames et messieurs, on va parler de la vitesse de Lewis Hamilton qui, quoi qu'il arrive avec cette vitesse, il aurait dépassé d'une manière ou d'une autre Max Verstappen sur la piste, un petit peu comme finalement comme les Red Bull la semaine dernière au Mexique, qui d'une manière ou d'une autre auraient gagné le Grand Prix de toute manière, puisque les Red Bull étaient supérieurs. Bon là pour le coup c'était les Mercedes sur ce Grand Prix du Brésil. Alors encore une fois, ça permet de se rendre compte et de voir à quel point le dépassement de Lewis Hamilton a été
construit de manière très intelligente. Il a pris vraiment toutes les infos qu'il fallait prendre pendant toutes les parties de la course pour comprendre et construire le dépassement pour passer une bonne fois pour toutes sur Max Verstappen sans que ça parte trop au casse-pipe. On va justement regarder un petit peu tout ça de manière avec un petit peu plus de recul. Alors le circuit en lui-même propose deux grosses zones de freinage, le virage 1 et le virage 4 qui sont tous les deux précédés de zones DRS. Dépasser au virage 1, ça veut dire qu'il faut mettre suffisamment d'écart dans la ligne droite avant le virage 4 pour pouvoir défendre et ne pas se retrouver derrière. Alors Hamilton, il a pris cette information en début de course contre Sergio Pérez, une Red Bull en plus, donc ça permet aussi de vraiment se rendre compte de la, on va dire, de la performance de la Red Bull, plutôt que de faire ça sur, je sais pas moi, une As par exemple, bah, voilà, c'est un petit peu moins fort, puisque, eh bien, Hamilton a attaqué Pérez au virage 1, et Pérez l'a repassé avant le virage 4, donc ça permettait de voir que le virage 1, peut-être que c'était pas le bon endroit pour faire le dépassement. D'ailleurs, très très belle défense de Sergio Pérez qui a fait tout de même un bon Grand Prix, mais sur les 4 premiers, malheureusement, c'est celui qui a le moins marqué de points. Alors, il a joué de malchance, c'est ça le problème, alors que normalement il aurait dû être un petit peu mieux peut-être face à un Valtteri Bottas notamment. Bref, après le virage 4, finalement, on entre dans le deuxième secteur avec plein de virages, là où suivre une autre voiture devient particulièrement difficile à cause du dirty air. Celui qui sort devant au virage 4 a une chance de se mettre à l'abri avant la remontée sur la ligne droite de départ arrivée, donc si on veut dépasser, ça paraît être assez intéressant de construire un dépassement au virage 4 et derrière d'essayer de paumer notre adversaire dans le secteur 2 pour qu'il ne puisse plus revenir sur nous plutôt que de le faire au virage 1 et de se retrouver à devoir défendre dans une zone de DRS où si notre voiture n'est pas franchement beaucoup plus rapide, et ben ce sera vraiment plus difficile. Donc pour passer Verstappen, en fait, il faut qu'on arrive à être à sa hauteur au virage 4, voire même devant lui pour le forcer justement à abdiquer la position parce que quoi qu'il arrive, il va défendre à l'intérieur. Alors, cela veut dire que il faut ressortir parfaitement de l'enchaînement du virage 1, 2, 3. Et donc pour se faciliter la tâche, il faut qu'on pousse Verstappen à mal prendre cet enchaînement. Bon alors parfait, rien de plus simple pour le coup parce qu'on revient comme une balle sur la ligne droite de départ arrivée sur Verstappen. Et donc du coup, on a juste à faire en sorte que Verstappen regarde ses rétros et ferme entre guillemets ses portes pour le faire prendre une mauvaise trajectoire. Grosso modo, il faut lui mettre la pression comme ça. On sait que Verstappen, et Hamilton sait que Verstappen a tendance à fermer ses portes assez tard sur des freinages. Donc ça, on sait qu'il se décale un peu au freinage, il fait ça depuis le début de sa carrière, et que là, particulièrement sous la pression, il peut faire ce genre de choses. Donc on a juste à se décaler, à l'obliger à regarder son rétroviseur, et donc du coup, à lui à se décaler et à mal se positionner pour l'enchaînement du virage 1, 2, 3. Donc cela oblige Verstappen à prendre une trajectoire moins bonne et moins rapide, ce qui permet à Hamilton de se rapprocher et d'être mieux placé sur la deuxième ligne droite avant le virage 4. Verstappen protège l'intérieur, rien de surprenant, mais c'est au freinage où le néerlandais refait le retard qu'il a en vitesse de pointe, car il se laisse glisser à l'intérieur pour revenir à hauteur de Lewis Hamilton. Il freine super tard et les deux sortent de la piste. Alors on n'a pas les images justement de la caméra embarquée de Max Verstappen sur cette action, on n'a que la vue arrière, donc du coup c'est un petit peu compliqué de savoir à quel point en fait Verstappen avait ouvert ou pas son volant pour cette action-là. Alors il n'y a pas eu de blocage de roue, ce qui veut dire qu'a priori le volant était plutôt ouvert parce que généralement quand on ferme le volant, quand justement on donne un coup de volant pour pouvoir prendre un virage, si vous mettez un coup de volant, généralement la roue intérieure peut plus facilement se bloquer. Donc a priori, vu qu'il n'y a pas eu de blocage de roue, je dirais que, et vu la vitesse à laquelle il freine, a priori le volant était plutôt droit, plutôt ouvert, et donc pour pouvoir bien freiner sa voiture, et donc du coup ça a emmené Verstappen beaucoup plus loin dans le virage, et ça a emmené Lewis Hamilton avec. Alors c'est un freinage et une défense, on va dire un petit peu désespéré, ce qui est assez rude, on va dire, qui est très ferme. Le contexte en fait fait que cette défense de Verstappen est, pour moi en tout cas, vraiment plutôt bien dans les clous, entre guillemets, réglementairement parlant. On est en toute fin de saison, on se bat pour le titre de champion du monde de Formule 1, on se bat pour une victoire, la même manœuvre pour jouer la 10e position en milieu de saison, ça serait peut-être un petit peu too much et on va dire même un peu sale, mais oui, comme d'habitude, on aurait tous préféré qu'ils soient côte à côte pendant plusieurs virages. En revanche, et on en revient toujours à ce même problème justement, c'est que du coup défendre de cette manière n'est pas spécialement sanctionné et que quand bien même on emmène une voiture à l'extérieur et au-delà des limites de la piste, bien au-delà des limites de la piste dans ce cas-là, et du coup c'est pas sanctionné. Ce qui peut créer une jurisprudence et dire ouais mais regardez Lewis Hamilton et Max Verstappen vous les avez pas sanctionnés. Si je fais une action similaire, ça veut dire que en fait je peux emmener quelqu'un dehors quoi.
Donc c'est le problème de la FIA, je sais pas comment ça va se passer. En vrai, assez simplement, tu mets un bac à sable, ça résout une partie du problème, on va dire, parce que bah, du coup, ça oblige à Lewis Hamilton justement d'être vraiment devant Verstappen pour dicter, entre guillemets, la trajectoire dans le virage. Ça oblige Verstappen à freiner peut-être un petit peu moins tard que ce qu'il a fait, parce que sinon, il prend le bac à sable et du coup, Lewis Hamilton, il s'arrête et puis il prend le virage, il croise et c'est tranquille. Donc ça crée un petit peu cette jurisprudence-là. Moi, je pense que dans ce contexte, championnat du monde, etc., pas de souci, ça donne pas forcément une bonne image, mais on est pour un titre de champion du monde, donc dans ce contexte, ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai que ça crée une jurisprudence, et le problème finalement, c'est pas tant les pilotes, c'est surtout que on a de quoi sortir des limites de la piste. Il faudra un bac à sable avec du gravier, de l'herbe, etc. Je vous assure que là, on n'a plus de problème. Bon alors au final, on aura eu un dépassement au DRS net et sans bavure, malgré quelques petits zigzags pour casser l'aspiration juste avant, sur le tour d'avant d'ailleurs, je crois. Alors du coup, on met un drapeau noir et blanc. Pourtant, d'autres pilotes sur d'autres courses ont eu un comportement assez similaire, mais rien. Mais la bataille aura été assez intéressante. Justement, Hamilton s'est vite rendu compte que sur la première tentative, il se fait sortir, donc sur la deuxième, il veut laisser Verstappen partir un petit peu, tirer tout droit et essayer de le croiser, ça fonctionne pas, et donc du coup, faut vraiment faire l'écart, faut vraiment refaire l'écart, on va dire, au virage 1, faut vraiment l'embrouiller de ouf pour être dans sa boîte de vitesse, DRS, bim, je te décale, terminé, au revoir. Et on a eu quand même une très belle bataille, et ça fait plaisir. Voilà, c'est ainsi que s'achève le Fast 5, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires, on se retrouve la semaine prochaine pour le Fast 5 du Grand Prix du Qatar. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.